vous dis neuromanagement, si je vous dis gestion du temps, si je vous dis également optimisation des entreprises et de leurs performances, eh bien vous allez peut-être me dire à Estigia, et oui, c'est la société que nous allons découvrir aujourd'hui avec son fondateur et dirigeant Frédéric Lucard. Bonjour. Bonjour Loïc. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord commencer par nous raconter l'histoire de cette société? L'histoire, c'est assez simple. J'ai créé Estigia en 2006. À l'époque, je commençais à être sollicité par un certain nombre d'entreprises et puis j'ai décidé à ce moment-là de me lancer dans l'entrepreneuriat et notamment dans le conseil aux entreprises. Alors, quel est le concept précis de cette société? Le concept précis à l'époque, c'était vraiment cette mission et parmi nos valeurs, c'était justement d'apporter de la valeur aux entreprises, ce qui finalement n'est peut-être pas si fréquent que ça, même si ça peut paraître un peu présomptueux de le dire. Et d'où le nom d'ailleurs à Estigia, qui est l'abréviation en latin de deux mots, Aestimabilis et Strategia, qui veulent dire valeur et stratégie. Alors quels sont les services précis que vous proposez aux entreprises? Alors nous intervenons sur deux axes principaux chez Estigia, un axe un peu financier, et puis un axe plutôt orienté vers la formation et l'accompagnement. Et l'axe financier, c'est de permettre aux entreprises justement de dégager davantage de valeur en analysant leur ratio coût-performance caché et donc en diminuant un dysfonctionnement, ce qui va permettre après d'aller valoriser ça davantage dans des comptes d'exploitation, des comptes de résultats. Ce qui permet au passage d'ailleurs également de permettre la valorisation des investissements incorporels, ce qui est une demande de plus en plus fréquente de la part de grands groupes. Et puis le deuxième axe, c'est tout ce qui va être formation, et là en fait on est vraiment très innovant et très différenciant, puisqu'en 2013 j'ai décidé qu'on allait placer les neurosciences au cœur de notre activité. Donc formation, comment on va améliorer les formations et l'efficacité surtout des formations. Rappelons que les formations, ça consiste en de la conduite du changement, on veut que les comportements changent après les formations. Mais c'est passionnant justement ça, les neurosciences associées au management, c'est tout neuf, vous avez été précurseur là-dedans. Alors ça consiste en quoi? Comment est-ce qu'on peut décrire ce fonctionnement-là? L'idée, c'est, avec les neurosciences, c'est de comprendre comment fonctionne le cerveau et donc finalement comment fonctionne un être humain, le comportement d'un être humain, qui est guidé par un certain nombre de sujets qui ont été justement mis en lumière par les neurosciences. Et donc à partir de là, c'est d'objectiviser aussi le comportement d'un être humain et donc comment, grâce à ça, je vais pouvoir améliorer mes compétences managériales, mes compétences commerciales, comment je vais pouvoir améliorer aussi les résultats de mes conduites du changement, comment je vais aussi améliorer ma gestion du temps, parce qu'il y a un certain nombre de biais cognitifs, par exemple, qui affectent la gestion du temps et notre perception du temps. Alors, comment votre travail, justement, je ne dirais pas affecte, mais soutient la performance des entreprises de façon très concrète? De façon très concrète, par exemple, on va permettre aux entreprises, si on prend notre démarche de management collaboratif dans le domaine du conseil, on va les aider à mieux analyser leurs dysfonctionnements et donc permettre de générer davantage de performances cachées. Donc c'est tout l'aspect coût-performance cachée. Les coûts sont dits cachés parce que par exemple, ils ne sont pas détectables par les instruments comptables et financiers traditionnels. Mais pourtant, ils existent. Le temps, en l'occurrence, c'est un coût caché qui est très important et qui coûte de l'argent. Et donc là, on va les aider à rentrer dans un cercle managérial plus vertueux et puis également donc à aller valoriser ça ensuite dans leurs différents comptes, comme je disais tout à l'heure. Et puis sur le plan plutôt neuro, on va dire, ça va être tout ce qui va être innovation managériale, facilitation RH, accompagnement de la conduite du changement, enfin efficiente et durable, ce genre de choses. Tout à l'heure, on parlait de la gestion du temps. C'est quoi le problème des grandes entreprises sur cette question-là? Grandes ou petites ou moyennes d'ailleurs, c'est le problème d'un certain nombre de gens. En fait, assez bizarrement, de façon très paradoxale, l'entreprise est souvent, pour ne pas dire très souvent, le lieu où, alors que l'entreprise est par essence un centre de profit, l'adage « le temps c'est de l'argent » n'existe pas. Puisque les entreprises finalement ne mesurent pas leur temps, ou très rarement. Et dans ce sujet-là, on sait par exemple que les économies, les gains en prenant en compte une bonne gestion du temps, c'est au minimum 6 000 € par collaborateur et par an. Je laisse à chacun faire les calculs. Oui, absolument. Et c'est notamment les réunions. On sait qu'il y a pas mal de gens maintenant qui bordent les réunions en disant ce sera 1 heure et pas plus, parce que parfois ça pouvait s'étendre. Oui, alors il y a ça. Et puis il faut savoir aussi que le cerveau met par exemple de 3 à 15 minutes selon la complexité de la tâche pour se reconcentrer. Donc c'est aussi le phénomène des interruptions qui sont de plus en plus aggravées par la digitalisation, l'open space, je veux tout de suite la réponse. Donc on va solliciter les gens en permanence. Mais une interruption, ça
coûte très cher. Même en prenant 3 minutes minimum, vous êtes interrompu 20 fois dans la journée, ça fait déjà 1 heure de perdu. Et ça, peu de gens effectivement arrivent à le conceptualiser. Vous publiez également des études de conseil pour épauler des entreprises. En quoi ça consiste? L'idée là aussi, c'est de générer de l'information, d'effectuer de la sensibilisation, voire parfois de l'évangélisation. C'est de pouvoir délivrer et de sensibiliser nos interlocuteurs. Donc effectivement, sous forme évidemment du blog, sous forme de livre blanc également. Oui, alors ça c'est beaucoup de travail, ce livre blanc. Vous en avez notamment publié 2 récemment, dont un sur les 9 facteurs qui permettent d'optimiser les taux de transfert en formation. Oui. Alors racontez-nous. Tout simplement parce qu'en formation, là aussi, parce que la formation c'est une action de changement, on veut que les comportements changent, les compétences évoluent. En général, le taux de transfert, c'est ce qu'on appelle le taux de transfert, c'est qu'est-ce qu'on va aller mettre en œuvre, qu'est-ce qu'on va appliquer à la suite d'une formation. Ça plafonne en général autour de 10%, ce qui reste très faible. C'est dû à plein de raisons. Et donc, avec un des consultants d'Aestigia, qui est docteur en sciences de gestion, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là, on a identifié 9 facteurs justement qui permettent d'améliorer ces taux de transfert. Vous pouvez nous en donner quelques-uns comme ça en avant-première? Oui, alors il y a par exemple la capacité de mettre en œuvre assez rapidement. Il y a la capacité aussi de pouvoir partager avec ses pairs, c'est-à-dire de pouvoir échanger avec ceux qui ont déjà suivi le même type de formation. Ça va être aussi la capacité de mettre en œuvre assez rapidement et donc là aussi d'être coaché après une formation. Le coaching post-formation, c'est un élément clé en fait puisqu'il va s'appliquer, il va s'appuyer sur de l'intelligence collective, sur aussi la théorie de l'engagement en psychologie sociale qui fait que quand je me suis engagé vis-à-vis de moi même aussi vis-à-vis d'un groupe, je vais plus facilement mettre en œuvre. Alors il y a beaucoup d'entreprises qui demandent à changer, c'est même devenu un axe de communication pour beaucoup, mais est-ce que vous les sentez vraiment prêtes? Je pense qu'il y a une grosse volonté de changer. De toute façon, il n'y a rien de constant si ce n'est le changement, selon une formule bien connue. Il y avait aussi une autre formule de Francis Blanche, changer le pansement ou penser le changement. Que c'est intéressant aussi ça. Donc effectivement, il y a encore un certain nombre d'entreprises qui sont dans le pansement. Non, plus sérieusement, le changement souffre d'un certain nombre de facteurs. Un manque d'investissement en fait, un manque de connaissance du fait que il y a une démarche à suivre, une méthodologie à suivre. Les 3 piliers du changement qui sont connus, la formation, la communication et l'accompagnement, et souvent le pilier de l'accompagnement est souvent délaissé. Et puis il y a aussi un certain nombre de méthodologies à développer, là aussi autour du collaboratif, de l'expérientiel, du comportemental. On va parler de changement comportemental et donc aussi des neurosciences. Et donc oui, les entreprises veulent changer, mais souvent elles ne se donnent pas les moyens de le faire. Il faut rappeler quand même que les taux d'échec en matière de conduite du changement depuis 20 ans, c'est de 50 à 70%, ce qui est absolument considérable. Le changement non réussi, ça coûte de l'argent aussi. Et puis, les rapidités de changement aussi. On a 3 fois plus de projets de changement en 15 ans dans des délais 2 fois raccourcis. Donc ça montre aussi une pression aggravée. Puis encore une fois, comme les gens manquent de temps, leur demander en plus d'ajouter des tâches transverses à leurs activités dans le cadre de conduite du changement, si on n'a pas dégagé de temps auparavant pour ces gens-là, forcément ça coince. Si vous aviez pour conclure un message aux entreprises qui nous regardent et qui aimeraient avoir bénéficié de vos services, tout simplement, qu'est-ce que vous leur diriez? Écoutez, je leur dirais déjà, je les inviterais à venir voir notre site web et à lire nos livres blancs, à les télécharger et à consulter nos différents articles de blog. Je viens d'ailleurs d'en publier un hier sur la gestion du temps à nouveau. Et puis leur dire qu'on est, avant de travailler avec eux ou avec elles, on est aussi là pour échanger avec elles et puis pouvoir avoir un échange constructif par rapport à leurs besoins et par rapport à ce qu'on peut apporter comme réponse. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Lucard d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant d'Aestigia.